Il me semble, en t'écoutant, qu'il faut développer une sorte de dialectique entre les continus et les discontinus, entre les différentes échelles, entre l'unité et la multiplicité. Euh, et tu as montré qu'avec la topologie et plus précisément avec la géométrie, on peut faire ça. Mais qu'est-ce que penser, je voulais te demander ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que penser géométriquement veut dire, plus exactement? Alors, il y a des manières, il y a des formes, il y a d'outils, mais qu'est-ce que ça veut dire penser et raisonner dans les clés Alors, géométriques? penser géométriquement veut dire, d'abord, ne veut pas dire réduire tout à du géométrique. Ce serait faire la même opération qui a été faite depuis Descartes de réduire tout à de l'algèbre ou de réduire tout à la logique. En fait, c'est le contraire d'une opération de réduction. Penser géométriquement, et ça c'était une idée importante pour un atome, c'est de penser en termes des transformations et des déformations spatiales. C'est-à-dire de voir un problème, quel que soit les domaines dans lesquels ces problèmes se posent, comme un phénomène spatial. En tout cas, un phénomène dans lequel la dimension spatiale joue un rôle fondamental. Et donc, pour aussi bien la description que l'explication de ces phénomènes, il faut en quelque sorte faire intervenir une pensée de type spatial. Alors, une pensée de type spatial ne veut pas dire pour autant uniquement avoir des modèles mathématiques puissants, avoir des nouveaux théorèmes, introduire des nouvelles méthodes, mais veut dire aussi apprendre, réapprendre, disons, à penser l'évolution d'un phénomène, sa transformation, comme émergence à partir d'une déformation, d'une transformation spatiale. Penser géométriquement, donc, implique toujours qu'on fasse intervenir la notion très puissante des transformations, des déformations, des dynamiques et d'émergence. Transformation parce que les mots mêmes les soulignent, il y a des changements de symétrie, il y a des ruptures de symétrie, il y a des passages d'un groupe de symétrie à un autre. Déformation parce que les déformations permettent de faire intervenir des opérations globales, comme celle d'homotopie, comme celle d'homologie, comme celle des bords, etc. Donc on apprend à penser globalement un problème, même si cette dimension globale peut être suscitée par des phénomènes locaux, comme par exemple des singularités locales. Et en même temps, il faut apprendre en quelque sorte à penser phénoménologiquement, c'est-à-dire géométriquement au sens phénoménologique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la géométrie ne serait plus à concevoir comme une simple, une écriture formelle, mais serait plutôt à penser comme une théorie permettant d'explorer la complexité phénoménologique du monde, ou d'un phénomène donné, ou d'une réalité donnée, ou d'une situation donnée. Cela dit, pour revenir aussi à ta question précédente, sur le rôle de la philosophie, comment la philosophie peut passer d'une vision logiciste, formaliste, linguistique, à une vision plus géométrique, topologique de l'espace, et comment la philosophie, au lieu de continuer à avoir un regard extérieur
sur ces grandes transformations de la pensée mathématique, peut en quelque sorte jouer un rôle original dans l'analyse de ces transformations, je pense qu'il faut préciser un point qui me semble important, qui me semble très important. C'est-à-dire que la philosophie doit souligner d'une part l'importance herméneutique de l'étude spatiale d'un phénomène. C'est-à-dire la géométrie, de ce point de vue, continue de rester une théorie herméneutique, c'est-à-dire qu'il va développer une puissance conceptuelle, une capacité d'expliquer, une puissance généralisatrice, mais en même temps aussi une capacité imaginative et créatrice. Donc, par exemple, il est certain que souvent pour avoir une visualisation plus puissante des phénomènes invisibles ou inaccessibles à la perception directe, eh ben la pensée géométrique joue un rôle fondamental. La visualisation est toujours de nature géométrique et topologique. Et donc cette nature, disons, cette caractère herméneutique des mathématiques doit être vraiment justifié, motivé, argumenté philosophiquement. C'est-à-dire les mathématiques doivent avoir ces rôles herméneutiques fondamentaux. Ces rôles que l'on pourrait appeler cette fonction que l'on pourrait appeler imaginative, productrice des pensées, d'idées, des concepts. C'est ça l'herméneutique. C'est-à-dire une forme de pensée qui est capable à chaque fois d'élargir l'horizon conceptuel et donc d'introduire de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles perspectives. Mais cela ne suffit pas. La perspective, l'étape fondamentale, les passages fondamentaux que la philosophie aujourd'hui doit effectuer, c'est de conjuguer cette vision herméneutique avec une vision ontologique des mathématiques. Et on parlait de la dimension ontologique et la dimension herméneutique de la topologie et de la géométrie. Est-ce que tu peux approfondir sur ce sujet-là? Oui, alors ce que je disais, c'est que la géométrie et la topologie ont une dimension herméneutique qui est due au fait que ces deux théories mathématiques ont une grande puissance génératrice. C'est-à-dire qu'elles sont capables de générer, d'engendrer des nouveaux concepts, des nouvelles intuitions et des nouvelles visions de l'espace. Herméneutique souligne le fait que toute idée théorique des mathématiques doit être capable d'engendrer des nouveaux concepts. Mais l'activité mathématique, le travail mathématique ne se réduit pas pour autant à cela. Et il ne faudrait pas que cette générativité conceptuelle, qui est la marque même de l'herméneutique, qui est le trait important de l'herméneutique, ne se réduise pas à un langage formel, à une sorte d'écriture formelle ou linguistique. Et pour éviter cela, il faudrait que cette activité herméneutique se conjugue avec la dimension ontologique de la géométrie de la topologie et de la philosophie. Dans quel sens? Et il faut arriver à montrer que ces concepts de la géométrie, de la topologie, comme on a essayé de faire tout le long de cet entretien, ont un pouvoir aussi explicatif et non pas seulement génératif. Pourquoi ils ont un pouvoir explicatif? D'abord parce que ce sont des modèles qui, en quelque sorte, capturent une organisation ontologique du monde, qui peut être sous la forme de la physique, ou sous la forme de la biologie, ou sous la forme de l'architecture, ou sous la forme de l'anthropologie. C'est-à-dire, ils ont
la capacité de saisir et de modéliser la signification des structures qui organisent l'ontologie du monde. Mais aussi parce que, donc ça c'est au niveau des modèles, mais en même temps, l'ontologie tient au fait que beaucoup des structures mathématiques, des structures géométriques et topologiques, en fait, au lieu de s'appliquer au monde, elles sont impliquées. C'est comme si elles s'investissaient dans le monde en dégageant un pouvoir morphogénétique. Les pouvoirs morphogénétiques de ces structures qui ont fait que des structures géométriques et topologiques fondamentales sous-tendent l'émergence des formes naturelles ou des phénomènes physiques ou des structures vivantes ou des structures, des formes artistiques, etc. On pourrait donner beaucoup d'exemples. On a vu que les nœuds, qui d'une part est un concept générateur très puissant, parce qu'il permet de faire le lien entre plusieurs domaines des mathématiques et de faire le lien entre les mathématiques et d'autres domaines comme la physique, la biologie, mais d'autre part et en même temps, les nœuds, ces structures géométriques et topologiques de nœuds, par exemple les groupes de nœuds, les invariants de nœuds, les différentes singularités qui caractérisent les structures nodales, sont un élément de l'émergence des phénomènes physiques et biologiques réels, donc de l'ontologie du monde du vivant et de la matière, de la physique. On a montré que clairement la structure des nœuds est un élément essentiel pour l'émergence des nouveaux niveaux de fonctionnalité chez les vivants. S'il n'y avait pas ces structures, il n'y aurait pas ces niveaux de fonctionnalité. Ou en tout cas, il y aurait en quelque sorte un déficit dans cette fonctionnalité du vivant. Donc les liens entre herméneutique de ces nœuds et ontologie de ces nœuds, dans ces cas, est opéré par les rapports entre forme et fonction. Les couples forme et fonction devient, de ce point de vue, un opérateur qui permet d'engendrer des nouvelles structures, des nouvelles fonctions, sous les modes que nous avons dit, tissu, organes, fonctionnalité de ces organes, etc. Et philosophiquement, cela permet de voir sous un jour complètement nouveau les rapports entre forme et fonction. C'est-à-dire que la forme est porteuse de fonctions, est porteuse de fonctionnalités. Donc on a besoin d'une réflexion philosophique sur les capacités à la fois génératrices et morphogénétiques de cette forme. Un autre exemple, comme on a vu, c'est celui des torsions. La torsion, qui est un concept fondamental dans plusieurs domaines de la géométrie et de la topologie, de la géométrie différentielle, on a vu qu'on a des espaces avec torsion, qui sont une théorie très abstraite permettant de généraliser des espaces d'Einstein ou d'autres types d'espaces. Donc il y a vraiment un pouvoir générateur très fort dans cette notion. On a vu aussi que la notion de torsion est liée par exemple au nombre de bêtes qui interviennent dans la classification des schémas d'homotopie. Les nombres de bêtes qui sont directement liés à ce qu'on appelle des coefficients de torsion des homotopies. Eh bien, en topologie, si la torsion prend cette signification, il est évident qu'il y a là un nouveau terrain conceptuel qui enrichit la vision topologique de l'espace et de l'espace-temps. Mais en même temps,
on a montré que cette richesse génératrice mathématique, géométrique et topologique à torsion est un élément essentiel dans la conceptualisation, par exemple, des espaces architecturaux. Précisément parce qu'elle permet d'élargir l'horizon et la manière de penser un espace architectural avec des notions nouvelles, avec une perspective nouvelle, et surtout en pluralisant la notion même d'espace architectural et en créant un lien fondamental entre cette nouvelle vision de l'espace architectural et la phénoménologie des espaces vécus, c'est-à-dire donc la phénoménologie du vivant. Donc je pense que philosophiquement, on doit arriver à conceptualiser en profondeur ces deux liens fondamentaux entre forme et fonction et entre pouvoir générateur, puissance génératrice d'un concept mathématique et capacité morphogénétique de ces mêmes concepts. Et non, très bien. Mais tu penses, bon, je pense à la théorie des tomes. On a reconnu des problèmes. Il y a des discussions entre Tom et Prigogine, hein, à propos du hasard. Qu'est-ce que tu dirais sur la relation entre la topologie et l'hasard? Est-ce qu'il y a place pour l'hasard? Ou comment donc? Parce que si on pense dans les cadres de la philosophie contemporaine, l'un des grands problèmes serait pas seulement la capacité génératrice du monde même et de l'esprit humain, mais aussi la possibilité de demeurer ouvert à de nouvelles possibilités. Non, ça serait une première question. Mais l'autre, c'est aussi de penser comment est-ce que l'hasard peut jouer un rôle ou non dans notre vie. Parce que, bon, je ne voulais pas entrer dans les détails de ces discussions philosophiques, mais la philosophie du XXe siècle est très prochement liée aux événements politiques. Hein? Et alors, la totalité, bon, quand on écoute le mot de totalité, on pense tout de suite dans la totalité politique, hein, le totalitarisme. Si on parle de la continuité, on peut avoir la peur parce qu'on pense où sont les différences entre les individus. Hein. Et si on pense à l'hasard, c'est pour la raison qu'on a la peur d'un système où tout est réglé. Hein. Si on pense dans les mondes contemporains et dans l'ère du numérique, comme on dit, on a la peur parce que tout pourrait être réglé et prévu. Alors ça c'est pourquoi je te demande quel serait le rôle de l'hasard, de l'écart et de la singularité, parce que bon, on a besoin aussi de parler de la généralité, de la globalité des espaces, de la continuité par rapport à la topologie, mais pour arriver au vrai problème, le problème plus profond de la philosophie, qu'est-ce que la topologie aurait à dire dans ces sujets, sur ce sujet? Bon, ta question pose un ensemble de problèmes importants. D'abord, il faudrait préciser que la controverse entre Tom et Prigogine concernait surtout la relation entre déterminisme et indéterminisme. Effectivement, donc aussi entre structure et hasard, enfin entre ordre et désordre. Donc, alors, je pense que les deux ont défendu une position peut-être un peu, en quelque sorte, un peu unilatérale. Alors que probablement entre ces deux positions, il y a sans doute des interactions possibles. C'est-à-dire, il me semblerait difficile à la lumière
d'un certain nombre de développements scientifiques récents, de défendre un déterminisme pur ou de défendre un indéterminisme absolu. Donc de défendre par exemple d'avoir une vision du monde complètement ordonnée, d'une part, ou d'autre part, de penser que tout est régi par les hasards. Je pense que c'est des positions extrêmes qui, d'un côté et de l'autre, en quelque sorte, échappent, enfin, disons, qui ne saisissent peut-être pas qu'il y a entre les deux dimensions des relations et des passages et des échanges. Il est probablement important de souligner que la topologie joue un rôle fondamental dans ces nouvelles théories que l'on appelle théorie du chaos. La topologie non seulement n'est pas étrangère à cette théorie, mais elle a joué un rôle fondamental dans la naissance de ces théories. La théorie du chaos a été développée à sa suite de la théorie des systèmes dynamiques, où la topologie joue un rôle fondamental grâce aux notions d'espace de phase, portrait de phase, etc., sur lesquelles je ne peux pas m'attarder ici. Et la théorie du chaos présente des propriétés topologiques extrêmement importantes. Donc, en fait, je dirais même que la topologie, en quelque sorte, permet de penser la relation entre déterminisme et indéterminisme, entre ordre et désordre. Dans quel sens? Si on pense que un système chaotique peut être un système déterministe, mais dont la prédiction à long terme est tout à fait impossible, parce que ce système est sensible aux conditions initiales et que donc une petite perturbation peut varier l'évolution du système de manière très importante, et que donc si on compare l'évolution des systèmes à, disons, à une courbe, cette courbe peut bifurquer et peut prendre des évolutions complètement différentes qui vont, dans les temps, diverger de plus en plus. Donc il y a une topologie sous-jacente à cette bifurcation, parce qu'une bifurcation est toujours liée à ce qu'on appelle une brisure de symétrie, un point critique, un point de singularité. Donc en fait, la topologie des singularités, par exemple, permet de penser les chaos, permet de penser un certain nombre de notions fondamentales du chaos. Je pense que la vie, et donc aussi l'organisation, la dimension en quelque sorte anthropologique et politique de la vie, n'est ni complètement déterministe, ni complètement indéterministe. Donc elle n'est ni complètement ordonnée par des structures en quelque sorte fixes, ni complètement soumise au hasard. Dans quel sens? Je pense que la vie anthropologique et topologique et politique est plutôt un mélange de ces deux réalités. Alors on sait qu'il y a un concept qui est celui des portraits de phase, par exemple des portraits de phase d'un attracteur chaotique, qui géométriquement et topologiquement, on peut justement les représenter comme un mélange d'orbites qui se superposent et qui, d'une part, divergent quand on a en fait un double mouvement, un mouvement de repliement et un mouvement de dépliement. Quand on replie, ces orbites convergent. Okay? Donc on a un mélange d'orbites chaotiques et non chaotiques. Quand on les déplie, il y a une divergence. Donc en fait, cette divergence, en quelque sorte, crée une sorte de déphasage
qui, en simplifiant de plus en plus, va introduire une situation très chaotique. Maintenant, si on essaye de traduire ça, disons, dans une situation réalité anthropologique et politique, on arrive à l'idée que pour qu'il y ait une situation anthropologique, topologique complexe, plurielle, stratifiée, donc ouverte au nouveau, à nouvelles perspectives, à nouveaux horizons, au changement, il faut qu'il y ait ces mélanges. C'est-à-dire une situation anthropologique politique ne peut pas être régie par des lois complètement fixes, donc par des invariants universels, comme on disait tout à l'heure, par des invariants géométriques ou mathématiques qui sont en quelque sorte qui n'admettent aucune variation, et donc ne peut pas non plus être régi par un déterminisme qui ferait que cette situation est bloquée ou qu'elle serait toujours en quelque sorte qu'elle pourrait être toujours déterminée par des lois précises, par un nombre fini de combinaisons par exemple, par une sorte d'algorithme par exemple, c'est-à-dire par des modes de pensée infinis. C'est là, je pense, que rendrait les systèmes anthropologiques, sociaux et politiques fermés sur lui-même, complètement fermés sur lui-même. C'est ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup des systèmes politiques, des systèmes sociaux et économiques. C'est-à-dire que si on voulait traduire, disons, ce déterminisme mathématique à un déterminisme social, on serait confronté effectivement à une sorte de système complètement fermé. L'intérêt de la topologie, c'est que la topologie fait interagir les locales et le global, comme nous l'avons vu, fait interagir des situations, des singularités avec des invariants. C'est-à-dire, en quelque sorte, la topologie pense conceptualiser les changements, la variation dans une stabilité fondamentale, dans une certaine continuité. Cette continuité, au lieu d'être pensée comme étant figée, fixe, statique, elle est pensée comme une suite de variations continues, constantes. Autrement dit, la topologie, si tu veux, en quelque sorte, est un obstacle à une sorte de désordre extrême, une sorte de désordre où il n'y aurait pas des structures, des principes, des règles, des relations, d'interactions. Et en même temps, il empêche de rendre ces règles, ces principes, ces invariants comme des objets figés statiques, c'est-à-dire comme des objets figés qui se répéteraient de manière cyclique, toujours égaux à eux-mêmes. En fait, l'idée même des topologies, qui est fondée sur la notion de transformation d'information, c'est la traduction d'une théorie ouverte. Fait penser tout de suite un monde ouvert. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la possibilité de transformer ou de déformer un espace dans un autre puisse être quelque chose de défini et de fermé. La possibilité même de voir qu'il y a des équivalences entre des espaces qui permettent de transformer, de former un espace dans un autre, sans que ces nouveaux espaces soient identiques au précédent. Au contraire, c'est quelque chose de nouveau qui émerge de cette déformation, comme nous l'avons vu dans les premiers entretiens, suggère une analogie avec la situation politique, avec l'analyse des systèmes sociaux et économiques, parce qu'elle suggère précisément que ces systèmes économiques et sociaux doivent admettre, voire même intégrer, susciter des singularisations, des singularités. Les singularités, c'est ce qui permet d'ouvrir, c'est ce qui permet d'épuiser un équilibre trop statique et donc d'ouvrir ce nouvel horizon et ce nouvelles possibilités. Et je pense qu'une réflexion topologique sur l'espace
peut apporter quelque chose de très nouveau et de très significatif pour repenser aussi nos notions concernant ou s'appliquant au système politique et aux systèmes sociaux, qui va dans la direction d'une ouverture profonde, c'est-à-dire d'une ouverture et d'un changement. Non seulement un changement, je vais dire, un changement qui serait un changement apparent ou un changement superficiel, mais vraiment un changement qui permettrait d'introduire des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir les choses, des nouveaux points de vue, des nouvelles formes de vie. On a vu que la torsion permet une nouvelle notion de phénoménologie de l'espace de vécu. Mais cela est directement lié à la possibilité d'introduire de nouvelles formes de vue. Quand on dit nouvelles formes de phénoménologie de l'espace vécu, on est en train de dire que cela ouvre de nouvelles formes de vie et donc aussi des nouvelles relations humaines et des nouvelles façons de passer ces relations humaines en des termes anthropologiques, politiques et sociaux.